Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez songé à devenir professeur de philosophie. À la caverne de Platon, vous avez préféré de grandes salles où vous avez éclairé le public sur vos idées beaucoup plus modernes que celles défendues dans l'Antiquité. Vous le démontrez une fois encore dans votre nouvel album, Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez un parcours incroyable depuis plus de 20 ans, même si vous ne les faites pas. Et ce parcours, on l'a jamais évoqué dans les clés d'une vie. C'est une première fois pour moi comme pour vous dans cette émission sur Sud Radio. Et il y a un nouvel album qu'on va évoquer. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 20 juin 2000. C'est, d'après mes recherches, votre première télé. Une émission TV Estuaire à Nantes, dans un théâtre. Vous vous mettez au piano avec des chansons et vous avez une voix et des yeux qui pétillent. Vous vous en souvenez de cette émission ? Oui, je crois que c'était au théâtre Gralin à Nantes. Exactement. C'était à l'occasion d'une fête de la musique et c'était vraiment ma première télé. J'avais mes petites nattes. J'étais hyper juvénile, quasiment bébé. Oui, mais en même temps, vous étiez heureuse et vous faisiez déjà des chansons intimistes et vous évoquiez ça dans l'interview. Ah oui ? Oui. Vous avez dit, le public ne comprend pas que je fasse des chansons intimistes. Ah bon ? Oui. Non, mais je suis restée sur ma ligne. Voilà, exactement. Depuis toutes ces années. Alors, si c'est Nantes, c'est parce que vous êtes né pas loin de Nantes, à Herbray, près de Châteaubriand, c'est ça ? Alors, je suis née à Nantes, mais j'ai grandi dans la campagne. À Herbray, précisément. Ouais, oui, Herbray qui est à côté de Châteaubriand. Châteaubriand qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'auteur. En fait, c'est un seigneur qui s'appelait Briand, B-R-I-E-N-T, qui était le premier seigneur du château au XIe siècle. Vous m'apprenez des choses. Et vos parents n'ont rien à voir avec la musique, puisque je crois que votre père est plombier. Ouais, mon papa était plombier, ouais, donc c'est une autre manière d'envisager les tubes. Exactement, je cherchais l'expression. Et c'est vrai que vous avez deux sœurs, il y a Émilie et Lise qui, elles, chantent. Ouais. Alors ça, c'est aussi l'autre, Lise, qui est venue à la chanson un peu après vous. Oui, tout simplement parce qu'elle est plus jeune, ouais. Je suis l'aînée de ma sororie, comme on dit. Elle a fondé un groupe qui s'appelle Ustaglot. Ustaglot, ouais, qui a quelques années. Qui n'avait aucune ambition professionnelle au départ et c'est venu tout seul. Bah ouais, maintenant c'est son métier. Voilà. Et elle a assuré les premières parties de Thomas Dutronc, de Paris Combo, enfin de plein de gens. Mais vous êtes très discrète finalement. Elle mène sa barque. Alors, au départ, Jeanne Chéral, votre but, ce n'est pas de chanter, c'est de danser. Vous avez commencé la danse à 6 ans, je crois. Ouais, j'ai fait de la danse classique étant enfant. C'était, ça me plaisait beaucoup et j'aimais beaucoup en fait la discipline que ça impliquait, le côté très rigoureux de la danse. Oui, parce que je crois que vos professeurs étaient issus de l'Opéra de Marseille et ils étaient très rigoureux. Ah oui, très. C'était des anciens élèves de Roland Petit. Oui. Et ils avaient une idée de la danse peut-être un peu à l'ancienne. Je suis pas sûre que ce soit encore très au goût du jour leur manière d'enseigner, mais disons que moi j'aimais la discipline. Après j'aimais moins le côté super strict, mais j'adorais qu'on me pousse à aller un peu plus loin. Et c'est là où vous avez découvert la scène pour la première fois, je crois à 6 ans, dans un spectacle de fin d'année. Qui était un spectacle annuel où il y avait en première partie les ballets, le Lac des Cygnes, et après des extraits de ballets. Vous en souvenez ? Bah, je dois dire que non. Mais si je l'ai... Enfin, peut-être vous vous en souvenez. J'ai vu des archives où vous racontez qu'il y avait les exercices collectifs et ensuite les ballets classiques. Ouais, ça ressemble de toute façon à la façon de faire un spectacle de fin d'année, ouais. Et je crois que la musique classique vous l'a mis à cette époque-là, dont particulièrement ce classique. Le boléro de Ravel, ça vous a marqué ? Ouais, ça m'a marqué parce que je pense que c'est assez c'est attirant pour un enfant, c'est assez envoûtant en fait, ce genre de marche comme ça solennelle. Et j'ai vraiment un souvenir fort des dimanches matins où on écoutait ça sur un vinyle et de marcher autour de la table du salon en écoutant ça de façon un peu obsessionnelle. Et quelqu'un qui était aussi inconditionnel du boléro de Ravel, c'est George Lucas, à tel point que dans la première version de Star Wars, il y a le boléro de Ravel. Il l'a supprimé à la fin pour le remplacer par cette musique classique qu'on connaît. Ah,
C'est fou, hein. Et puis alors, la danse, je crois que vous avez arrêté en 6e, quelque chose comme ça. Ouais. Et un jour, par un cousin, vous avez découvert le piano, Jeanne Chéral. Ouais, j'avais mon cousin vraiment proche qui jouait du piano de façon complètement autodidacte, hyper spontanée. Et je trouvais ça super, je trouvais ça vraiment, ça m'impressionnait qu'il puisse jouer comme ça sans avoir appris, et j'ai voulu faire comme lui. Et vous avez commencé en jouant les Beatles ou en jouant Starmania. Ouais, exactement. Mais comme ça, à l'oreille, sans prendre de cours? Bah oui, mais c'est toujours mon cas en fait. J'ai pas de formation classique. Enfin, par exemple, je lis pas de partition, mais j'ai pas tellement besoin finalement d'en lire. Non, mais apprendre le piano comme ça en autodidacte, c'est pas si fréquent. Non, mais c'est, disons que j'ai l'impression que je suis toujours en apprentissage en fait de mon instrument. C'est ce qu'il faut. Et puis il y a tout de suite une chanson qui vous a marqué et que je crois que vous jouiez au piano. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la vie. Bon, bien sûr, vous êtes originaire de Nantes, mais c'est pas pour cette raison que vous aimez Barbara. Oh bah non, Barbara, je l'ai découverte étant ado. Assez tardivement en fait. C'est pas une voix qui m'était familière étant enfant. Je crois que je repoussais un peu le moment de vraiment plonger dans son répertoire parce qu'elle m'impressionnait trop. Et je me souviens que j'avais loué à la médiathèque de l'université un coffret Barbara. C'est comme ça que des CD en fait. Oui. Quand j'étais à la fac, et c'est comme ça que je suis rentrée dans ces chansons, et après ça a été un amour absolu. Oui. Alors en plus, Il pleut sur Nantes. On a su l'histoire après sa mort grâce à ses mémoires inachevées. Sinon, elle n'en parlait pas. Et cette chanson, elle a mis 4 ans à l'écrire, à oser la chanter, parce que c'était quand même très très dur pour elle. Et puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui a compté dans votre jeune parcours. C'est lui. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme... Alors ce qui est extraordinaire, Jeanne Chéral, c'est que cette chanson de William Scheller, Un homme heureux, vous avez commencé à la décrypter. Ouais, même plus qu'un homme heureux, tout cet album Scheller en solitaire, c'est vraiment comme ça que je suis venue au piano. Tout le disque, donc il avait réenregistré une grappe de chansons, d'une douzaine de chansons tout en solo, en piano-voix, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en fait au piano. C'est-à-dire que vous preniez les notes et vous les reproduisiez sur le piano ? Bah, j'essayais en tout cas, à ma manière, Oui, mais à l'oreille quoi. À l'oreille. Et c'est vrai que Scheller, à cette époque-là, était quelqu'un de totalement à part au départ. Personne n'y croyait, Scheller, au départ. Ouais. Quand il a Sauf fait Barbara d'ailleurs. qui a été une des premières, et Catherine Lara, qui était aussi une fan de Scheller. Et puis, la première chanson que vous avez entendue, je crois, Jeanne Chéral, c'est une chanson que votre mère affectionne. Que pour être en or, faut plonger dans les marmites des cuisines où on touille les métaphores. François Béranger, le disque d'or. François Béranger, qui a été réalisateur à l'ORTF avant de commencer à chanter avec un folk des années 70 qui a trouvé son public. Ouais, ah oui, vraiment. C'est une voix qui m'est très familière. J'ai presque l'impression que c'est quelqu'un de ma famille, en fait, tellement je l'ai entendue étant toute petite. Je crois que c'est votre maman qui adorait par-dessus tout. Ouais, elle l'adorait, ouais. Et vous écoutiez cette chanson pratiquement en boucle ? Le disque d'or sur son lit de mort, mais les chansons de Béranger, je sais pas, je pense à Natacha ou Département 26, que j'adore aussi, qui est une histoire, vraiment un récit de vie. Je suis très attachée à lui, à sa voix en particulier. Et d'ailleurs, je crois que Renaud le considère comme un maître, il s'en est inspiré. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et puis il y a la lecture, parce que très jeune, et ça c'est étonnant, Jeanne Chéral, vous avez lu Bernard Clavel, Maltaverne, c'est pas évident à 11 ans. Non, c'est vrai. Mais j'ai toujours aimé lire. J'ai la chance d'avoir une mère qui est une très grande lectrice et qui m'a transmis ça, qui nous a transmis à mes sœurs et moi le goût des librairies, des bibliothèques plutôt quand j'étais petite, parce qu'on était vraiment on était abonnés, clientes de la bibliothèque quoi. Et ça a toujours été la lecture un vrai compagnon, notamment en tournée. C'est un compagnon de voyage qui ne déçoit jamais. Et Bernard Clavel, qu'on a un peu oublié, il a eu le prix Goncourt avec un livre qui s'appelle Les fruits de l'hiver, que vous avez peut-être lu. Et surtout, il a beaucoup voyagé. Au cours de sa vie, il a déménagé 42 fois. Oh la vache. Oui. il faut pouvoir trouver ses affaires. Et à l'époque, je crois que votre vocation, c'est la philosophie grâce à un professeur. Et je pense que vous avez failli devenir professeur de philosophie. Vous auriez pu.
Disons que ma prof de philo, Madame Cadou, en terminale, c'était un peu mon idole. J'adorais sa façon de nous vouvoyer, de toujours solliciter notre libre arbitre, toujours nous amener à nous interroger un peu plus. Et je voulais être Madame Cadou. Enfin, j'avais envie, et je trouvais que c'était presque un spectacle, en fait, ce qu'elle nous proposait. Et vous aimiez Socrate, Platon, Stéphane Zweig, tout ce qui tourne autour de la philosophie. J'aimais bien Spinoza, j'aimais bien le côté très méthodique et rangé de Spinoza. Je pense que ça m'aidait à faire un petit rangement intérieur. Puis j'aimais bien Nietzsche aussi, ça m'impressionnait. Voilà. Et vous avez quand même fait une licence de philosophie à Nantes. Ouais, à Nantes. Là aussi, c'était un bagage étonnant. Bah oui, mais c'était vraiment... Ça me passionnait. J'aimais bien l'idée de plonger dans les textes anciens, de travailler sur une matière qui, a priori, n'est pas productive, quoi. Et vous avez d'ailleurs fait un mémoire sur la poésie et les poèmes de Max Jacob. Ouais. C'était Pourquoi ? Un mémoire en esthétique. Parce que Max Jacob était un poète qui me touchait beaucoup. Je trouvais que c'était un poète très concret. J'aimais aussi son parcours de vie. Enfin, j'étais hyper touchée. C'est un poète qui est mort en camp de concentration à Drancy. Enfin, j'étais vraiment émue par le bonhomme et ses écrits. Il y a quelqu'un qui lui doit sa carrière, car il était le premier à le découvrir lorsqu'il est arrivé à Paris, c'est Charles Trenet. Ah oui ? Max Jacob a rencontré Trenet, et Trenet, qui considère Max Jacob comme un grand écrivain, ils sont devenus très amis jusqu'au bout, et c'est grâce à Max Jacob que Trenet a rencontré Cocteau et débuté dans la chanson. Ah, génial. C'est fou, hein ? Belle histoire. Tout revient à la chanson. Ouais. Une autre date dans votre parcours, c'est le 5 mars 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Chéral. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Jeanne Chéral. Nous évoquerons tout à l'heure votre 7e album, très intime et passionné et passionnant. On revient à votre parcours, on a évoqué vos débuts. Et puis, le 5 mars 2005, il y a une date très importante. Ce soir, vous êtes au Zénith et vous obtenez la victoire de la musique comme le trophée de la révélation de l'année. Vous vous en souvenez, ça vous a marqué ? Oui, ce qui m'a le plus marqué, je pense c'est que j'ai été traversée par spontanément, j'ai voulu la dédier à Jacques Higelin, cette victoire. Et c'est surtout de ça que je me souviens, en fait. Parce qu'en fait, vous montez sur scène. Vous pensiez avoir cette victoire d'abord ? Non. Non, voilà. Pas Donc, spécialement, non. Parce qu'en général, on ne sait pas quoi dire. Et avoir l'idée de dédier sa victoire à Jacques Higelin, c'est important parce que Jacques Higelin a été très important dans votre parcours, je crois. Oui, c'est comme un parrain pour moi. Et vous l'avez rencontré, il a même accepté un duo et vous avez écrit une chanson pour lui. Ouais, je l'ai rencontré en faisant ses premières parties. Donc, quand j'étais toute jeune, hein, j'avais même pas... Ou alors, j'avais un album... et il m'a fait l'amitié et la générosité d'accepter de chanter un duo avec moi sur mon premier disque. Et c'est un parrain formidable. Ouais. Mais Jacques Higelin était extraordinaire parce qu'il changeait son récital tous les soirs. Il m'est arrivé d'aller le voir deux soirs de suite au Trianon. C'était pas le même spectacle. C'était un improvisateur total. Je sais pas et puis il était aussi capable... De grands écarts incroyables, du pire comme du meilleur. Et je pense que le public l'aimait pour ça. Exactement. Pour ses saillies qui pouvaient être hilarantes ou alors hyper... il était grognon et il le disait. Enfin, sa liberté totale, ouais. Alors cet album qui vous a permis d'avoir cette victoire de la musique, c'est le premier, ça s'appelle 12 fois par an et il s'ouvre par cette chanson. Souvent rigolant, il te dit l'amour clandestin, c'est ça qui est excitant et tu le retrouves au Novotel. Il te parle du hasard, de vos karmas et Un du couple destin. normal. C'est vraiment une façon de se moquer des couples. C'est une vision très particulière au départ. Ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est cette chanson ? Oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'adultère. Mais moi, ce qui m'attire l'oreille, surtout, c'est ma manière de chanter là, avec ma petite voix de bébé. Mais dès le début, quand on voit cette séquence à Nantes, vous avez un côté Marie-Josée Neuville. Je ne sais pas si vous avez connu cette chanteuse, qui est la Brassens en jupon, qui était dans les années 50 avec des nattes et qui chantait de la même façon que vous à 18 ans. La Brassens en jupon, mais quelle expression affreuse. On disait ça. C'était les années 50 aussi. Et comme elle avait une guitare et qu'elle chantait avec des couplets dignes de Brassens, on l'avait surnommée ainsi. Mais elle a eu un immense succès à l'époque avec des chansons qu'on n'oserait même plus pourquoi je la chanter. connais pas ? Ah bah écoutez, il y a notamment une chanson qui devrait vous toucher où il y a quand même un monsieur dans le métro à 18 ans qui l'embête, voyez ?
Oh là Et ça, là, on n'en parlait pas à l'époque. précurseuse. Exactement. Il faut que j'écoute ça. Absolument. Alors, il se trouve que cet album, non seulement vous avez des victoires de la musique, mais vous avez le prix Constantin, vous avez le prix de l'Académie Charles Cros, et c'est la récompense d'un long travail, parce que vous avez beaucoup travaillé avant d'arriver là. Ouais, en même temps, c'est en début de parcours. Parce que disons, tout l'enjeu d'un parcours artistique, c'est plutôt de durer, en fait. C'est de s'inscrire dans la durée. Là, c'est vrai que ça fait 25 ans que je fais des chansons, que je fais des concerts. Et à chaque fois, j'ai l'impression de remettre les compteurs à zéro, presque. De remettre un peu en jeu ce que je suis, quoi. Et même si je sens quand même il y a une continuité entre mes disques, mais je repars à chaque fois. C'est ça qui est passionnant dans nos métiers aussi. Je repars à chaque fois d'en bas, quoi. Ouais, et d'autant plus qu'au départ, votre style était très particulier. Vous aviez découvert le rock, et notamment un groupe qui s'appelle Sonic Youth. Ah oui, Sonic Youth, c'est mon groupe fétiche, c'est mon groupe préféré. Ouais. Mais le rock, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui? Non, c'est vrai, mais j'ai beaucoup écouté aussi de musique répétitive américaine, des Philip Glass, des choses comme ça quand j'étais adolescente. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'a construite, ça m'a nourrie, je pense. On est des éponges. Oui, et je crois aussi la musique indienne, Jacques Chirac. Ça vous a plu? Vous avez failli dire Jacques Chirac. Oui, j'ai la musique indienne, Jeanne Chirac, je précise. C'est marrant parce que le soir où j'ai reçu cette victoire de la musique, la présentatrice m'a appelé Jacques Chirane. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, comme quoi, j'ai dû voir la C'est séquence. un beau souvenir. Oui, et la musique indienne vous a touché aussi. Ouais, j'aimais beaucoup, en particulier le Ketchak balinais. Là, c'est vraiment niche. Oui, J'aimais beaucoup écouter ça. C'est une musique hyper rythmique, encore une fois, presque trans, quoi. Et je crois le déclic aussi, c'est un jour, vous assistez, je crois que c'est à Nantes, à un récital d'un musicien qui vit sur un bateau et qui s'accompagne à l'accordéon. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié son nom, mais j'avais rien fait encore. J'avais pas écrit une seule chanson et j'avais été éblouie par ce gars qui chantait ses propres morceaux. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai écrit ma première chanson. C'est fou, hein? Et vous en souvenez de cette première chanson? Vous l'avez chantée? Oui, c'était une valse qui s'appelait La Métampsychose. Et c'était une femme qui voyait son amant mort dans sa plante verte. Enfin bon, c'était... J'avais rien à dire, j'avais rien vécu, donc j'inventais. Et puis je crois que vos débuts sur scène, c'est en première partie d'un chanteur qui nous manque beaucoup. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Le Métèque, Georges Moustaki, vous avez fait sa première partie. Il y a des liens qui ont été créés entre vous et Moustaki. Ouais, ah oui, j'ai eu cette chance, vraiment. Je crois que c'était en 98, un truc comme ça. Enfin, j'avais vraiment, mais rien, quoi. Et j'avais eu la chance de faire sa première partie dans un théâtre près de chez moi. Et c'est vrai qu'on a gardé contact jusqu'à sa mort. Il est venu plusieurs fois me voir en concert, il était venu à l'Olympia. Enfin, c'est un souvenir très très fort. Oui, en plus c'était quelqu'un avec qui on correspondait. Moi, à la fin de sa vie, on s'envoyait des mails parce qu'il ne pouvait plus parler. Il était à Nice et jusqu'au bout, il aimait son métier. Et c'était le contraire d'un paresseux. Et tout ce qu'il avait appris et qu'il a transmis à vous et quelques autres, c'est ce que Piaf lui avait appris. Ah ouais. Parce que Piaf l'a beaucoup marqué. Alors, il y a aussi, il y a eu, tout ça a débuté. Et puis, le premier album, c'est un album de 6 titres, mais 6 titres tout simplement faits par vous, et produits par vous. Ah oui, le tout premier, un EP de 6 titres que j'avais pressé moi-même quasiment, tellement c'était artisanal. Et pourquoi faire ça toute seule? Parce que je connaissais personne. Voilà. Tout simplement. Mais cet album, il y avait 6 titres qui ont quand même été la base de votre travail. Et ensuite, il y a eu un album en public, je crois. Le premier album est en public. Ouais, enregistré. Alors, ça s'appelait l'Olympique à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. L'Olympique à Nantes, une salle assez rock où j'avais chanté pour une soirée caritative pour les Restos du Cœur. Et ça avait été enregistré. Enfin, c'est vraiment du bricolage, hein. Et c'était devenu mon premier album, mais qui est sorti en maison de disque, vraiment. Mais exactement. Et il y avait un titre d'ailleurs qui symbolise un peu votre parcours. Fuck, c'est pas possible, petit con, tu mens. Tu perds la raison. Les garçons avec les garçons, on voit ça que dans les feuilletons. Pas sous le toit de ma maison. Pourquoi c'est affreux, Madame Suzy? Non, mais pas la chanson, mais j'étais vraiment en force, quoi. En force dans le débit, dans la... Mais bon, c'est du live aussi. C'est vrai qu'on...
Les enregistrements live rendent pas forcément hommage à la nuance qu'on peut plus exprimer en studio. Et Madame Suzy, en fait, c'était le nom du collectif auquel vous apparteniez et qui a permis la création de ce disque. Disons que le collectif a pris le nom de la chanson. Voilà. Ouais. Et c'était quoi, Madame Suzy? Madame Suzy, elle existait? Non, c'était une figure fantasmée, mais c'était une association qui m'a permis ce premier album. Parce qu'en plus, Madame Suzy, il y en a eu une, c'était son surnom, c'était Suzy Lebrun, qui dirigeait l'Échelle de Jacob à Paris et qui a fait débuter entre autres Thierry Leluron et Brel. Et quand Brel a quitté la scène en 66, il a fait 15 galas gratuits chez elle après son spectacle parce qu'elle était en difficulté pour la remercier d'avoir cru en lui. Ah, c'est beau. Et il l'appelait Madame Suzy. J'adore ce genre d'histoire de gratitude. C'est important. Et puis alors ensuite il y a l'Européen avec Vincent Delerme. Là aussi c'est quelque chose d'inattendu parce que vous étiez tous les deux pratiquement à égalité. C'était la parité totale. C'est arrivé comment ça? C'est arrivé grâce à nos entourages. On avait la même maison de disques et le même producteur de spectacle. Et ils se sont dit que c'était une bonne idée de nous faire jouer 1 heure chacun. Et c'est un souvenir génial. Pourquoi? On était tout jeunes. Nos rêves, c'était d'avoir nos noms en rouge sur l'Olympia. J'arrivais de Nantes, lui de Rouen. Et on avait tout à faire, tout à découvrir. Et oui, et vous avez beaucoup découvert et vous avez continué. Et pas seulement dans la chanson. Il y a une autre date importante que j'ai trouvée, mais qui n'est pas liée à votre parcours, mais qui est importante quand même. C'est celle du 11 mai 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Chéral. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jeanne Chéral. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouvel album, le 7e album, qui est un événement et des tournées que vous faites en permanence. Alors, la date du 11 mai 1988 ne vous concerne pas, mais c'est la sortie d'un film qui a beaucoup compté dans votre parcours et votre vie. Le Grand Bleu. Et c'est vrai que Le Grand Bleu, pour vous, c'est presque un film culte. Ouais, c'est générationnel. Hein. Ouais. J'étais comme beaucoup de filles de mon époque, amoureuse de Jean-Marc Barr, oui. évidemment. Et puis j'avais des posters de dauphins dans ma chambre. C'est vrai que c'est un film qui nous a marqué aussi, notamment grâce à sa bande originale. La bande originale d'Eric Serra, on l'a dans l'oreille et c'est... Je sais pas, c'était assez nouveau, je pense, pour l'époque. C'était très, très sensuel, quoi, cette BO. Oui, et puis en plus, la profondeur des océans, ça vous a marqué aussi. Ouais, je pense. Alors, je crois que vous avez 10 ans quand vous voyez ce film au cinéma. Oui, si c'est 88. Oui. Ouais. Et ensuite, vous l'avez, je crois, enregistré en vidéo à la télé et vu en permanence. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai un penchant. Je peux être un peu monomaniaque des fois, comme un enfant. En plus, il y a un côté mystique dans ce film qui vous a touché. Ah ouais, c'est sûr. Mystique, jusqu'au boutiste. Après, je pense que ça fait quelques années que je l'ai pas revu. Là, si je le revoyais avec ma grille de lecture d'aujourd'hui et mon vécu et mon acuité féminine et féministe d'aujourd'hui, peut-être que je serais moins indulgente. Mais en tout cas, j'étais vraiment fascinée par ce film. Ouais. Et moi, j'ai le souvenir de la première à laquelle j'avais assisté au Festival de Cannes. Et le film avait été quasiment hué. Ah bon? Et oui. Et je me souviens de Luc Besson que je rencontre à la sortie. Je lui ai remonté le moral pendant un quart d'heure parce qu'il a dit « Mon film ne marchera pas, tout est fini ». C'est fou. Ah ouais. À Cannes, ils se sont complètement plantés sur ce film, qui est devenu le film culte d'une génération et qui a lancé Luc Besson. C'est assez étonnant. Ah, mais Cannes n'a pas forcément le monopole des prédictions, hein. Il y a eu aussi Danse avec les loups qui vous a marqué, Jeanne Chéral. Oui, franchement, même genre de film générationnel qui est aussi un film d'éléments, quoi. D'éléments, le feu, la nature. Enfin, autant le Grand Bleu, c'est vraiment l'eau, c'est la profondeur des océans. Et Danse avec les loups, il y a peu de dialogue, si je me souviens bien. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué. Et ce qui vous a marqué, justement, c'est ce côté nature, ce côté vie à part. Ouais, certainement. Ouais, ça fait rêver. Et puis, je crois que vous l'avez vu le film et que la projection au cinéma a été interrompue à la moitié pratiquement, qu'il y a eu un incident technique. Ah alors vous êtes hyper bien renseigné, mais comment faites-vous, Jacques Pessis? Je me suis renseigné, c'est tout. Mais d'où tenez-vous vos sources? Non, mais là, franchement, je me souviens pas.
Je vous assure que c'est vrai. Mais je vous crois. Oui. Alors, il se trouve que Kevin Costner a été une star, est une grande star, mais il y a une chose qui l'a beaucoup marqué. Il tourne avec Sean Connery, Les Incorruptibles, puis à un moment, il voit un jeune qui s'approche de lui, une jeune femme, je suis une vedette. Il s'approche de la jeune femme avec le grand sourire en disant « Vous voulez un autographe ?»« Non, je voudrais un autographe de Sean Connery. Est-ce que vous pouvez l'obtenir, s'il vous plaît ?» Ça a été la plus belle leçon d'humilité qu'il ait jamais reçue. C'est fou, hein, il en parle encore aujourd'hui. Alors, si je parle de cinéma, c'est que finalement, vous êtes devenue aussi actrice, notamment avec les monologues du vagin. Vous avez fait partie de toutes celles qui ont joué ce texte écrit en 96 sur un sujet tabou. Comment c'est venu ça, Jeanne Chéral ? J'avais vu le spectacle au théâtre. Il me semble que je l'ai découvert à Avignon, au théâtre du Chêne Noir, d'ailleurs, ça me revient. Oui. Et j'avais exprimé, enfin j'avais dû dire en interview à quel point j'aimais ce texte et je rêvais de le jouer. Et la metteuse en scène à l'époque, Isabelle Ratier, était tombée sans doute sur une interview, puis elle m'avait contactée pour me dire si tu as envie de le faire, viens, rejoins-nous. Mais c'était un nouveau métier pour vous ? Oui, mais je me considère pas comme comédienne. Hein. Enfin, disons que j'aime avoir une opportunité de temps en temps de jouer, mais je passe pas de casting, par exemple. Enfin, c'est pour moi mon grand amour et la grande affaire de ma vie, c'est la chanson, quoi. On est d'accord. Il se trouve que on a un peu oublié, mais les monologues du vagin, ça a été exceptionnel. Je crois que c'est un manifeste féministe qui a fait le tour du monde. Ah oui. C'est le premier du genre. Ah oui, puis qui a été joué en Afghanistan. Enfin, c'est vraiment un texte très très important. Et puis alors, le cinéma, vous avez quand même fait quelques apparitions. Il y a un court-métrage étonnant de Nicolas Angèle, qui est musical. Je crois que c'est La copie de Coralie, où vous faites une apparition. Oui. Et je ne sais pas quoi en dire. C'est vrai. Ah oui, c'était pas. Mais je m'en souviens plus très bien, en fait. Non, mais c'est même plus qu'une apparition. J'étais le rôle féminin, je crois. Exactement. Et je faisais des photocopies. Voilà, ça y est, ça me revient. Et ce film a été quand même présenté dans la sélection des festivals de Cannes du court-métrage. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Mais là aussi, comment c'est arrivé ? Encore une fois, vous n'êtes pas comédienne. Les choses arrivent des fois. Je pense que c'est important de rester ouverte aux propositions. Disons que nos métiers consistent beaucoup à dire non, parce qu'on est tout le temps sollicité pour plein de choses, et puis notamment pour soutenir plein de choses. Ouais. Et enfin, le fait de dire non, ça donne d'autant plus de valeur au moment où on dit oui. Et puis il y a aussi une apparition très courte dans Capitaine Marlowe. Ouais. Comment c'est venu ? Ça, c'est inattendu aussi de votre part, Jeanne Chéral. C'est le directeur de casting qui m'a appelé en me demandant si ça m'amusait. Bon, ça m'amuse. Je crois que tout vous amuse, toute nouvelle expérience vous amuse. Disons que quand je fais beaucoup confiance à mes petites antennes, à mes petits instincts, et je me dis que si j'ai envie d'y aller, c'est que j'ai de bonnes raisons d'y aller. Alors, vous avez fait de la chanson et du cinéma, et vous avez mêlé les deux dans un spectacle dont une chanson est culte. Parle plus bas, car oui. On pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Une interprétation très personnelle. Si vous le savez, mais Dalida assiste à la première de ce film, Le Parrain, à l'Opéra de Paris. Elle a entendu la bande originale et dit « je veux faire la chanson ». Et c'est comme ça que la chanson est née et est devenue culte. C'est l'instinct de Dalida. Et cette chanson, elle vous parle justement. Ouais, elle me parle et puis elle a été à l'origine de ce spectacle que j'ai monté, que j'ai tourné. J'ai fait 50 dates alors qu'au départ je devais en faire une. C'était à l'invitation de Thierry Frémaux. Oui, qui est le patron du Festival de Cannes, entre autres, et du Festival Lumière à Lyon. Et du Festival Lumière, et il m'avait proposé de chanter Par le plus bas... alors que je retrouve le contexte. Un hommage à Coppola, je crois. Voilà, c'était un hommage à Coppola qui recevait le prix Lumière. Voilà. Ouais. Et évidemment, ça m'excitait beaucoup. C'était vertigineux. Et après cette expérience-là, après avoir chanté Par le plus bas, Thierry m'a dit, mais si tu as envie, pour l'année prochaine, la prochaine édition du festival, fais tout un concert avec tes bandes originales préférées. Et on a fait tout un petit ping-pong avec Thierry pour construire le répertoire, et c'était super à faire. Je crois que le spectacle aurait pu durer 8 heures tellement vous avez trouvé de chansons.
Bah, c'est un répertoire infini. Mais complètement. Mais il fallait à chaque fois simplement les adapter à votre style. Ouais, les adapter, trouver une sorte de fil conducteur, avoir un tout petit récit sur quelques morceaux à apporter. Et je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et d'ailleurs, vous avez qu'une envie, c'est de reprendre un jour. Je pense que de toute façon, c'est un spectacle qui peut évoluer, qui peut. Là, c'est pas du tout d'actualité pour moi, mais disons qu'il est là et je sais que si j'ai envie de le refaire, ce sera possible. Moi, ce qui me fascine avec vous, Jeanne Chéral, c'est le nombre de choses différentes que vous avez faites. Par exemple, il y a eu un groupe qui s'appelle Red Legs, avec des chaussettes rouges, en 2005, avec Jean-Philippe Nataf, le chanteur du groupe Les Innocents, très célèbre. Là aussi, c'est tout à fait inattendu. Ouais, c'est inattendu, puis c'est né d'une amitié, d'une complicité avec JP et d'une envie de faire des chansons ensemble, tout simplement. Voilà. En même temps, pourquoi créer ce groupe? Pourquoi ces chaussettes rouges? C'était un plus, c'était un bonus? Ouais, c'est parce qu'au départ, on était invités dans une émission à faire une reprise et spontanément, moi je suis venue en petite robe avec des collants rouges et JP en jean rouge. Et on s'est dit, bon bah voilà, on va être les Red Legs. Et résultat, vous avez fait des reprises de Brel aussi bien que de chansons américaines, que de Dick Hanegard, mais il n'y a pas eu d'album. Non, bah non. Non, il n'y a pas eu d'album parce que ça restait vraiment très artisanal, très sur l'instant, quoi. Et vous aimez les duos, de toute façon. Ah, j'adore. Voilà. J'adore les duos. Il y en a plusieurs étonnants. Il y a celui que vous avez réalisé avec Aldebert. Et puis, il y a un duo aussi avec Albin de la Simone. J'essaierai d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. Très belle interprétation de cette chanson, ces mots stupides. Au départ, ce sont Nancy et Frank Sinatra qui l'ont créée. C'est marrant d'ailleurs que ce soit père et fille quand même. Oui, c'est fou. Ça pose question. Hein. Oui, exactement. Mais Nancy Sinatra a été très impressionnée par Frank Sinatra. Ouais, mais quand on voit le texte original, quoi, Oui. C'est vraiment une déclaration d'amour. C'est étrange. Et puis Sacha Distel l'a repris en France. Mais Avec lui, Johanna Shimkus. oui, qui est une chanteuse canadienne, qui a fait du cinéma. Je ne sais pas si vous le savez, notamment avec Lino Ventura. L'aventure, c'est l'aventure. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Non, c'est je vais vous le trouver. C'est Les Aventuriers. Ah, j'étais presque. Voilà. Lino Ventura et Alain Delon. D'ailleurs, une petite histoire, c'est que Delon voulait placer sa femme Nathalie à l'époque et que Johanna a eu le rôle. Ah. Et elle vit au Québec aujourd'hui encore. Elle a 82 ans et elle coule des jours très heureux. Ah ben, on l'embrasse. Voilà. Et c'était une chanteuse extraordinaire en plus, qui avait une voix fabuleuse. Et puis, il y a quand même des événements. Moi, il y a un événement qui m'a toujours marqué, c'est les Françoises que vous avez créées au Printemps de Bourges, je crois. Ça, pour un soir. Ouais. Ah oui, c'était une super aventure, les Françoises. Je me permets de les citer quand même, Bien sûr. les Françoises. Alors, Émilie Loiseau, la Grande Sophie, Olivia Ruiz, Rosemary Stanley et Camille. Et des copines avec qui vous avez monté ce groupe. Mais pourquoi pour un soir, ça méritait beaucoup plus? Oui, ah bah ouais, je suis bien d'accord. J'ai eu la chance de les réunir à nouveau quelques mois plus tard, parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Quand c'est non, oui. sur mon album Histoire de J. Et je trouvais que ça valait le coup d'être un chœur féminin pour interpréter ce morceau. Donc je les ai réunis. Et puis il y a le premier album de Véronique Sanson, Amoureuse, que vous avez également repris pour un soir. Ouais. Pourquoi? C'était pour les 40 ans de ce disque. Donc ça, c'était en 40 2012. ans et un jour, je crois. Oh 40 ans et un jour, ouais, c'est vrai. J'avais envie de lui dire à quel point je l'aimais. J'aime bien dire aux gens que je les aime, moi. J'ai ce penchant. Et je voulais lui dire comme je l'aimais, comme je l'admirais, et comme... Enfin, elle n'a pas besoin de moi, hein, mais comme ce disque avait été important. C'est une petite révolution, hein, cet album Amoureuse, son premier album. Et donc, je l'ai repris en intégralité un soir. Et ça n'a pas été un succès tout de suite, la preuve. Elle a eu du mal à trouver des concerts. Et la première qui l'ait accueillie, c'est Patachou, qui dirigeait le cabaret de la Tour Eiffel. Et c'est comme ça que Véronique Sanson a chanté pour la première fois en public et en direct. Ah, C'est fou, hein. À l'époque, personne n'y croyait. c'est beau. Et puis, il y a aussi le théâtre, les Bouffes du Nord. Ça aussi, c'est étonnant. Vous êtes vraiment partout. Un spectacle qui était un opéra contemporain. Ouais, un spectacle de Guillaume Vincent. Un opéra inspiré de Cassavetes. Ça s'appelait The Second Woman. Et c'était inspiré de Opening Night de Cassavetes.
Et c'était assez hybride, ça mêlait le chant opératique avec des moments plus pop qui me revenaient de droit, du coup. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Enfin, côtoyer un orchestre, côtoyer des interprètes d'opéra, c'était génial. Oui, en plus, vous aimez des expériences. Le nombre de choses que vous avez fait, bon, encore une fois, c'est pas si courant dans la chanson française. Peut-être. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir besoin de ça pour sortir des fois de la binarité album tourné, mais j'aime bien aller un petit peu ailleurs entre deux. Bon, on va revenir à l'album tourné avec la date du 4 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jeanne Chéral. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jeanne Chéral. Donc, on a évoqué votre parcours très, très divers. Et puis, le 4 avril 2025 est sorti un nouvel album, le 7e album, qui s'appelle Jeanne. Et je crois que le titre n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et pourquoi ce titre, Jeanne, d'ailleurs ? C'est un peu une idée de Benjamin Biolay qui a réalisé l'album. Enfin, j'avais envie d'un titre court et évident, et il s'est dit qu'il n'y avait pas plus direct que mon prénom. Alors, c'est une sorte d'autoportrait en 13 chansons, et c'est un album qui correspond à la femme que vous êtes aujourd'hui. Ouais, totalement. Moi, je pense que c'est le cas de chacun de mes disques, mais de chaque artiste qui écrit et compose ses chansons. Disons que là, c'est le plus récent, donc je trouve qu'il est totalement conforme à ce que je suis en ce moment. Oui, en plus, vous avez toujours eu des idées que vous avez défendues et vous n'avez jamais viré votre ligne de conduite. C'est toujours resté... Ouais, j'espère. Oui, mais c'est pas courant non plus. C'est-à-dire, vous avez des idées bien arrêtées et vous les défendez avec acharnement et passion. J'ai des idées arrêtées, mais j'ai l'impression que je bouge aussi, enfin que je me sens pas bornée. Disons que... Je sais pas... Mais par rapport à celle que vous étiez à 20 ans, ouais. Aujourd'hui, les idées sont là, mais le style a évolué. Ouais, sans doute. Oui, en tout cas, par exemple, mon envie de chanter ma propre expérience de la féminité, par exemple, ça, c'est vraiment là depuis le début. C'est mon terreau préféré. Oui, et terreau dans lequel vous êtes engouffré bien avant tout le monde, car quand vous avez commencé, c'était pas un sujet qu'on abordait forcément. Sauf Marie-Josée Neuville, oui. Visiblement. ouais, c'est un sujet qui était encore à explorer, sans doute. Alors, vous explorez plein d'univers dans ce nouvel album, et il y a une chanson qui, évidemment, est importante pour vous, et pas seulement pour vous, c'est Le Cri des loups. Celui qui savait mieux que moi ce qui était bon pour moi, et celui qui me coinçait parfois entre deux rideaux de soie, celui Le Cri des loups, c'est une chanson très importante et très étonnante. Parce que d'abord, il y a la voix du président de la République. Vous lui avez demandé son autorisation ou non ? Bien sûr que non. Voilà. Et vous n'avez pas eu d'écho ? Pas encore. Voilà. Il y a autre chose à faire qu'écouter vos chansons. Et comment c'est venu cette idée du Cri des loups ? Au départ, c'est venu d'une interview de Marilyn Monroe qui date de 59, je crois. Une interview qui s'appelait « Les loups que j'ai connus », enfin le chapeau dans le journal en question. Alors dans cette interview, Marilyn Monroe racontait avec des mots hyper forts et hyper directs que à Hollywood, il y avait des prédateurs et il y avait des victimes. Et elle était vraiment précurseuse en son temps. Et l'interview commençait par « Les loups que j'ai connus ». Et cette phrase m'a complètement attrapée. J'ai trouvé que c'était très très actuel et que j'avais envie d'en faire quelque chose. Et j'en ai profité pour parler tout simplement des loups que j'ai connus moi. Vous avez aussi connu des loups, mais à l'époque on n'en parlait pas forcément, Jeanne Chéral. C'est-à-dire que c'était très secret, ça faisait presque, je dirais pas une partie des traditions, mais des obligations. Les femmes ne bougeaient pas quand un homme était un prédateur. Ouais, voilà, et je me sens privilégiée en fait de vivre dans une époque où ça c'est en train de bouger, où des millénaires de silence et de patriarcat sont en train de faire place à autre chose. Oui, mais en même temps, là aussi, vous avez été une des premières à en parler, à part Marilyn Monroe, peu de gens en ont parlé. Je sais pas, mais en tout cas, ça a toujours été une préoccupation pour moi, et j'ai toujours trouvé que c'était digne d'être dit et digne d'intérêt.
Alors, il se trouve qu'en plus, Marilyn Monroe, on sait aujourd'hui que les prédateurs qui lui ont coûté sa vie, c'est John Kennedy et Robert Kennedy. Puisque quand elle a connu John Kennedy, qu'elle est devenue sa maîtresse, un jour, Kennedy a dit c'est fini, Robert, tu vas aller lui dire. Elle est devenue la maîtresse de Robert Kennedy. Et tout ça l'a fait sombrer petit à petit. Ouais, non, mais c'est sordide. C'est sordide. Alors là, il y a quand même l'affaire Depardieu qui vous a marqué parce que, bon, même si peu importe le sujet, s'il est coupable ou non, mais le sujet vous a touché. La réaction d'Emmanuel Macron, surtout. Oui, c'était une réaction, c'était l'exact inverse de ce qu'on attendait d'un chef de l'État. Enfin, on n'avait pas du tout envie de l'entendre défendre un prédateur. Enfin, il dit précisément dans la chanson « Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu », il rend fier la France. C'était l'inverse qu'on avait envie d'entendre. C'était... aujourd'hui, ces comportements-là ne sont plus tolérables et ne sont plus possibles. Je suis du côté des victimes et je vais mettre tout en œuvre pour que, déjà pour que financièrement on puisse avoir les moyens de former des gens, de sécuriser les femmes. Je sais pas, en Espagne, c'est le cas, par exemple. L'Espagne est un pays où il y a beaucoup moins de féminicides, d'agressions sexuelles, parce que l'État a pris ça en charge. Là, s'il n'y avait pas le tissu associatif en France pour prendre ça en charge, il y aurait encore plus de femmes et d'enfants qui seraient en danger. Il y a une chanson des 70 de Michel Sardou, que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle « Les gens du show business ». Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque. C'est les gens du show business qui, après minuit, prennent leur carnet, alors c'est dans une boîte de nuit, et appellent une fille au hasard. Ça existait à l'époque. Et vous devriez écouter cette chanson, car c'est exactement le symbole de tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Ouais, en tout cas, de tout ce qu'on refuse, de tout ce qu'on peut plus accepter aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Alors, je crois que tout est parti au départ de Benjamin Biolay, qui un jour vous a dit « Qu'est-ce que tu fous ?» Ouais. Oui, il a eu cette générosité et cette amitié envers moi pour me demander un nouvel album, en fait. Parce qu'en fait, vous l'aviez connu il y a 15 ans, avec un souvenir extraordinaire, un enregistrement en une nuit. C'était un pari, écrire une chanson d'amour. Ouais, une chanson dans laquelle un couple racontait son histoire, sa rencontre et son délitement avec des petits mots. Brahms Rhapsody, ça s'appelait. Ouais. Et vous avez le retrouvé après, 15 ans après, c'était presque comme si vous l'aviez quitté la veille. Disons qu'on s'est jamais vraiment quitté avec Benjamin. Mais là, quand il m'a proposé de réaliser mon album, tout de suite, je lui ai répondu « Mais écoute, si on fait ça, on fait la suite de Brahms Rhapsody, c'est obligatoire. » Parce qu'en plus, vous n'aviez pas enregistré de disque depuis près de 6 ans, Jeanne Chéral. Ouais, vous n'avez plus envie ? Je faisais autre chose. J'étais dans une autre phase. J'avais pas le feu. Et Benjamin m'a remis le feu. Voilà. En même temps, vous êtes immédiatement mis au piano. Les idées sont revenues tout de suite. Je pensais pas que j'avais encore des trucs à dire. Et en fait, si. Vous êtes quelqu'un qui aura toujours des choses à dire. Alors, j'espère. En même temps, vous avez un côté pudique qui fait que c'est pas facile de dire des choses. Ouais, c'est vrai que je suis assez pudique et c'est un peu paradoxal, mais dans une chanson, même sur scène, j'ai l'impression que je peux tout me permettre et que je peux aborder n'importe quel sujet. Disons que ma pudeur dans les chansons, je la mets plutôt dans la forme. Où j'ai pas envie d'être mièvre ou ces deux accords là ils s'enchaînent mal, non ça me gêne, mais pas du tout dans le thème, dans le sujet. La preuve, c'est Sous les toits où vous êtes très en colère. La lune est en feu dans le ciel de minuit, quelqu'un dans le village a crié dans la nuit. D'où vient cette voix qui résonne au lointain, on ne sait pas bien. La lune est en feu comme un grand incendie. L'histoire de Marie Trintignant qui vous a marqué profondément. J'ai écrit cette chanson le jour des 20 ans de sa mort. J'étais mal depuis le matin et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et en fait, on est souvent traversé par des dates anniversaires. Et c'était ça. Ça a marqué énormément de gens. Bien sûr. C'était insupportable comme fait. Et j'ai voulu écrire cette chanson parce que on est très très démunis par rapport à ça. Et j'ai voulu écrire cette chanson parce que c'était ma seule,
j'avais que ça à faire en fait. Et moi, je me souviens d'avoir vu Marie Trintignant quand elle avait 18 ans. Je suis allé interviewer Nadine, sa mère. Elle était là, toute timide dans un petit coin. Elle débutait à peine. Elle avait des yeux extraordinaires. Elle avait une sorte de lumière qui se dégageait près d'elle. C'est quelqu'un qui nous manque beaucoup. Ah oui. Et puis, il y a une autre chanson dans cet album qui nous rappelle un film. La maman et la putain refaisaient les mêmes gestes, finissaient les mêmes restes quand l'enfant n'avait plus faim. Elles allaient par les chemins, maquillaient leurs lèvres fines, enfilaient le même jean et s'envoyaient le même vin. Et une chose étonnante, c'est que vous êtes une mélodiste et c'est plus si fréquent, Jeanne Chédral. Merci. Non mais c'est vrai, vos mélodies, elles vous viennent comme ça ? Oui. C'est un privilège. Pour La maman et la putain, j'avais fait une mélodie et je sentais bien que c'était pas ultime, c'était pas génialissime. Et cette musique-là, cette mélodie-là, je l'ai composée dans le train, dans un TER. Où je sais pas, ça m'est venu, je suis allée m'enfermer dans les toilettes, parce que je passe beaucoup de temps dans les toilettes pour passer des coups de fil dans les TER qui font beaucoup de bruit. Et j'ai enregistré sur mon téléphone la mélodie, et elle a pas bougé en fait, elle m'est venue grâce au train, je pense. La maman et la putain, c'est un film de Jean Eustache qui au départ en 73 a fait scandale à Cannes. Tout le monde a dit c'est le plus mauvais film de l'histoire alors que ce film est culte. Ça vous a inspiré ou c'est par hasard que ce titre est là ? Le fait que il est souvent qualifié de plus beau film par vraiment les grands cinéphiles, de plus beau film de tous les temps et tout. Donc forcément on l'a en référence dans la tête. Moi c'était ce que ça disait. Enfin ces deux mots l'un à côté de l'autre m'inspiraient. Enfin j'avais envie de parler. De profiter de ce titre qui est emblématique pour parler des injonctions à la féminité. Et Jean-Pierre Léaud avait conservé un très mauvais souvenir de ce film parce qu'il y avait une prise et les textes duraient entre 4 et 8 minutes à chaque fois. Ah bah ouais, il fallait tout apprendre par cœur à la virgule, il paraît que c'était un cauchemar. Tyrannique. Et puis il y a une chanson très différente qui fait rêver, surtout en hiver, c'est Rodrigue. Jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu-vert du lagon, immobile, les routes des vallées, dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil. Les lagons vous ont inspiré ? Oui, c'est ce genre de paysage tout à fait préservé. Enfin, Rodrigue en particulier, c'est une île qui est... on pourrait être dans les années 60. C'est totalement préservé. C'est génial. Le plus beau lagon du monde, dit-on aujourd'hui, c'est dans les îles Marshall. Il s'appelle Kwajalein. Et c'est un lagon où il y a 800 espèces de poissons. Waouh. C'est quelque chose, c'est quelque part dans l'océan, en Océanie, et peu de gens connaissent ce lagon. Bah tant mieux, parce que c'est le genre d'endroit qui est voué à disparaître. Donc, moins il y aura de gens à le connaître, plus longtemps il vivra. Plus vous serez tranquille. Et puis, donc cet album, vous l'avez vraiment travaillé dans les Landes. Vous êtes enfermé, je crois, avec votre équipe pour travailler. Ouais, dans un studio qui s'appelle le Manoir de Léon. Un studio qui est vraiment dans la forêt. Enfin, c'est très isolé et on était une équipe réduite. Hein. Il y avait Benjamin Biolay qui réalisait, Pierre Giaconelli qui était à la guitare, Philippe Entresangle à la batterie. On était tous les quatre avec l'ingénieur du son. Enfin, c'était vraiment... Et puis le cuisinier, bien sûr, qui nous faisait des plats à base de viande très grasse du sud-ouest. Oui, donc c'est pratique pour faire la sieste avant de chanter. Ouais. Et cet album, vous en êtes la productrice, et là aussi c'est une première. Oui, c'est une première. C'est une première parce que j'ai toujours connu des maisons de disques depuis le début. Oui. Et j'ai eu la chance que mon producteur de spectacle, Pierre-Alexandre Vertadier, me dise là pour ce disque t'es en fin de contrat, t'as pas de label, t'es libre, si t'as envie on le coproduit ensemble, on le cofinance. Et c'était une super proposition. Enfin, ça m'a vraiment excité qu'il me propose ça. Il avait jamais fait ça non plus, donc on est indépendant. Voilà, et indépendant avec le fait que Benjamin Biolay soit à votre côté. Et je crois que à la veille de l'enregistrement, vous avez eu une idée et c'est devenu un duo. Parce que c'est la vie et qu'on ne peut rien y faire. Lequel de nous deux brûlera le premier en enfer? Je sais pas et tu sais quoi, je préfère pas savoir. Je veux juste te caresser et dénouer ton peignoir. Faut plus qu'on se revoie, ça veut plus rien dire. On ne réchauffe pas les souvenirs.
Ma langue dans ta bouche, ma main dans tes cheveux, ma hanche sur ta hanche. Au plus qu'on se revoit en même temps, d'abord on va vous revoir sur scène régulièrement, je crois. Et pourquoi ce duo, c'est né comme ça? Alors c'est la suite d'un premier duo qu'on avait fait il y a 15 ans. Oui. Et c'est ludique en fait. Avec Benjamin, on a vraiment des manières de travailler qui sont proches, qui matchent bien ensemble. On s'entend très très bien, on s'aime beaucoup et ça va vite en fait quand on travaille ensemble. Alors, il y a eu l'Olympia, il y a eu une tournée, il y a le Grand Rex le 7 février, mais vous repartez en tournée, ça, vous ne pouvez pas y échapper. Bah, c'est mon grand amour de faire des tournées. Et vous allez continuer tout au long de l'année 2026 ? Oui. Bon. Écoutez, à votre sourire, on voit que vous en êtes heureuse, et puis le public en sera heureux parce que vos fans sont toujours au rendez-vous fidèles, je crois. Ouais, j'ai cette chance d'avoir, de jouer devant des salles plutôt remplies. Moi, j'ai eu la chance chouette de vous accueillir pour la première fois dans les Clés d'une vie avec cet album. Je vous souhaite bonne route et vous avez tellement de choses à dire que vous revenez quand vous voulez à Sud Radio dans les Clés d'une vie. Ah, merci, c'est très gentil, Jacques. Merci Jeanne Chéral. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.